Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique. Dans l'actualité, ce soir, une mobilisation timide pour les premières élections post-Jammeh en Gambie. Les électeurs étaient appelés à élire leurs députés. Nous serons en direct avec Banjul dans un instant. Une vidéo qui fait scandale sur les réseaux sociaux au Burundi. Des jeunes du parti au pouvoir appellent à engrosser les opposantes. La Sénarède dénonce un appel au viol. Et puis le Cameroun privé d'Internet depuis 3 mois dans les provinces anglophones. Le sujet fait la une du prochain numéro de Jeune Afrique. On va en parler avec Élise Colette, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. La Gambie a donc voté ce jeudi pour ses premières élections libres depuis l'arrivée au pouvoir d'Adama Barrow il y a 3 mois. Près de 900 000 électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leurs députés à l'Assemblée, mais il n'y a pas eu affluence dans les bureaux de vote. Ce scrutin est pourtant synonyme d'espoir pour les Gambiens après 22 ans de régime Jammeh. Le récit de Lord Matos. Il était particulièrement attendu. Adama Barrow a voté à Old Yundum, près de Banjul, sur la route de l'aéroport. La coalition dont il avait pris la tête pour la présidentielle de décembre dernier n'est plus. Les différents partis qui la composaient concourent séparément à ces législatives. Il n'y a pas de division. C'est de démocratie dont il s'agit. Et nous sommes dans la Nouvelle-Gambie. Je crois que chacun est libre d'exercer ses droits dans ce pays. Le scrutin permettra donc de voir quel est le poids respectif de ces différents partis, autrefois d'opposition. 238 candidats issus de 9 formations politiques ou listes indépendantes se présentent. Nous avons un nombre record de candidats qui participent à ces élections et je pense que c'est un très bon signe pour notre pays. Cela montre que nous changeons. Les Gambiens veulent davantage s'impliquer dans la démocratisation de notre processus politique. Le Parlement post-Yahya Jammeh devrait donc être plus diversifié. En 2012, son parti, l'APRC, l'avait largement remporté. Mais l'essentiel de l'opposition avait boycotté le scrutin. 4 ans plus tard, l'APRC est toujours là et espère bien survivre à l'exil forcé de l'ancien président. Yahya Jammeh a exercé sa toute-puissance sur la Gambie pendant 22 années. Et pour ce premier scrutin libre depuis son départ, la participation est décevante. Si de longues files s'étaient formées devant les isoloirs à l'ouverture des bureaux de vote, à la mi-journée, les électeurs arrivaient plutôt au compte-gouttes. Et en direct des bureaux de la commission électorale à Banjul, on rejoint notre correspondante Claire Bargelès. Bonsoir. Alors 3 heures, Claire, après la fermeture des bureaux de vote, le dépouillement est achevé. Maintenant, on compile les résultats. Oui, et au niveau des bureaux de vote, le décompte est allé assez vite grâce à ce système de billes utilisé ici. On ouvre le bidon de chaque candidat et les billes à l'intérieur sont renversées sur un plateau et à chaque bille correspond une voix pour le candidat concerné. Un premier décompte effectué sous l'œil des observateurs de chaque parti, mais aussi suivi par la communauté internationale puisque des observateurs de l'Union européenne et de la CEDEAO étaient présents. On attend maintenant les résultats compilés par la commission électorale. Mais une chose est déjà sûre, la participation donc a été timide. Si des files d'électeurs s'étaient formées à l'ouverture du bureau, elles se sont vite clairsemées et l'affluence a été moins importante que lors des dernières élections présidentielles. L'enjeu est pourtant de taille aujourd'hui. C'est une forme de test pour tous les partis, ceux de l'opposition comme ceux de la coalition. Ils sauront d'ici demain matin qui aura le plus de poids pour peser sur les lois de cette nouvelle Gambie. Claire Bargelès à Banjul pour TV5 Monde. Merci pour ces précisions. On en vient maintenant au Burundi et à cette vidéo qui fait scandale depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. On y voit des jeunes membres de la Ligue de jeunesse du parti au pouvoir appelant à mettre enceintes les opposantes. Embarras du côté du pouvoir, colère du côté de l'opposition qui dénonce un appel au viol. Le récit de Bastien Bory. Engrosser les opposantes, c'est le chant que l'on entend sur ces images difficiles à dater, tournées dans le nord du pays. On y voit une centaine de militants impeccablement alignés par des organisateurs ici en blanc. Ces Imbonerakure incarnent la jeunesse d'un parti au pouvoir très embarrassé. Le CNDD-FDD a d'abord dénoncé un montage réalisé par l'opposition avant de devoir reconnaître l'authenticité des images.
Le parti CNDD-FDD a condamné avec la dernière énergie cet écart de langage et la commission de discipline est déjà à pied d'œuvre pour déterminer les responsabilités afin que les coupables soient sanctionnés. S'il tente de se démarquer, le parti du président Nkurunziza s'est attiré les foudres de l'opposition qui qualifie cet acte d'appel au viol généralisé. La vidéo de cette milice qui défilait entière dans le nord du pays est une copie collée politiquement de la situation qui a prévalu à la veille du génocide rwandais en 1994. Les Nations Unies ont raison de qualifier cette organisation de milice dangereuse. Qu'ils soient internes ou externes au parti, les Imbonerakure sont accusés de porter atteinte aux droits de l'homme depuis la crise politique d'avril 2015. Parmi les motifs de plainte, de nombreux cas de viol. Au Mali, un soldat français a été tué lors d'un accrochage survenu près de la frontière du Burkina Faso. La force Barkhane et ses alliés maliens et burkinabés mènent en ce moment dans cette zone une opération militaire. La victime a été atteinte par des tirs terroristes, précise la présidence française. Le Mali, où la grève se poursuit dans le secteur de la santé publique. Cela fait près d'un mois que le mouvement dure et les conséquences sont lourdes pour les patients. Reportage à Bamako de Kaourou Magassa. Devant les centres de santé de Bamako, pas un patient en vue, ou presque. En temps normal, tous ces bancs sont occupés. Mais depuis 3 semaines, 90% des personnels de santé seraient en grève selon les syndicats. Sinali Ouattara vient rendre visite à sa femme dans un dispensaire qui a bien du mal à fonctionner. Ça fait bientôt 11 jours on est là dans cet hôpital d'accouchement. Jusqu'à présent, c'est aujourd'hui, ce matin même, nous a libérés. On a eu tas de problèmes avec les grèves qui se passent actuellement, c'est pas du tout facile. Son épouse, Madiara, vit une grossesse difficile. Sa tension est faible, elle en souffre et n'a qu'une envie, rentrer chez elle. Si la grève pouvait cesser, cela me ferait plaisir, car les malades viennent dans les hôpitaux et ne trouvent pas de médecins. Ils ne trouvent pas de docteurs capables de les soigner. Surtout ici, mis à part dans les salles d'accouchement, le travail ne se fait nulle part. On entend souvent que les cadavres sont de plus en plus nombreux, que les morgues sont pleines. Dans ce centre, seule la maternité et le bloc opératoire fonctionnent à plein régime. Une trentaine d'accouchements a lieu chaque jour, dont 4 ce matin par césarienne. Les médecins présents se défendent donc d'abandonner leurs patients. Les gardes sont assurés, les interventions, les urgences sont prises en charge. Auparavant, la population n'était pas au courant de cela. Ils accusaient les médecins à tort, mais maintenant ils ont compris. Ils pensent que les médecins gagnent des millions par mois, mais ils ont compris que les médecins ne gagnent que des miettes. Nous revendiquons nos droits. Et c'est à la population, je pense, de réagir. Et aussi, c'est leur droit de recevoir des soins. C'est à eux, quand même, de peut-être sortir, manifester. Les syndicats, réunis à la Bourse du Travail, maintiennent leurs revendications. À l'unanimité, ils se prononcent pour la poursuite de la grève d'un mouvement social qui perdure depuis près d'1 mois. Et puis en marge des professionnels de la santé, toujours au Mali, les enseignants des universités sont en grève, eux aussi. Une grève illimitée. Leurs revendications portent sur les salaires. Les négociations n'ont pas encore permis de débloquer la situation. On passe à notre rendez-vous avec Jeune Afrique. On parle du Cameroun avec vous ce soir, Élise Colette, car le Cameroun détient désormais le record africain de la coupure d'Internet. Ça fait 3 mois que dans les 2 régions anglophones du pays, on n'a plus accès à Internet. Cette mesure a été prise, Élise, au nom de l'ordre public. Pourquoi les anglophones font-ils aussi peur à Yaoundé ? En fait, la crise remonte maintenant il y a presque 1 an. Elle a commencé parce que les avocats ont réclamé tout simplement l'application de la Constitution du Cameroun, c'est-à-dire notamment de son caractère bilingue et dans les juridictions. Les avocats anglophones. Les avocats anglophones, bien sûr, effectivement, d'appliquer le bilinguisme partout, dans les juridictions, dans les documents juridiques, à l'OHADA, etc. Devant le silence des autorités, les avocats sont montés au créneau et ont lancé des manifestations. Et au mois de novembre, l'une d'entre elles a mal tourné. Elle a été violemment réprimée. Ce qui a entraîné derrière le mécontentement d'autres franges de la population anglophone,
notamment les enseignants qui se sont mis eux aussi à faire grève. Ensuite, la minorité sécessionniste, c'est une minorité mais qui est quand même assez audible, c'est évidemment jointe aux protestations. Et au début de janvier, au milieu du mois de janvier, les autorités, face à cette situation très tendue, a décidé de couper la parole à tout le monde et de couper la parole et l'image. Et la meilleure manière de faire, c'est de couper Internet pour que l'incendie ne s'étende pas aux autres régions du Cameroun. Alors cet isolement numérique, comme l'écrit Jeune Afrique, c'est presque un retour à l'âge de pierre finalement pour les Camerounais. Quelles sont les conséquences concrètes? Alors pour les gens, il y a quand même 1/5 de la population camerounaise qui vit dans les zones anglophones. C'est les applications mobiles comme WhatsApp, Viber qui sont très utilisées, qui sont inopérantes. Ce sont des agglutinements sur les ponts parce qu'à cet endroit-là, il y a un peu de réseau qui passe, alors on vient chercher ses mails sur son téléphone, etc. Donc c'est compliqué. Pour les entreprises, alors imaginez, c'est la catastrophe. Il faut évidemment maintenant transférer les données avec des clés USB, des fax, enfin revenir effectivement à une époque qui était presque oubliée. Ce qui est très paradoxal, c'est que dans cette région, et notamment autour de Buea, il y a ce qu'on appelle un petit peu la Silicon Mountain, parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se sont lancés dans les startups, soutenus d'ailleurs par le pouvoir, et que tous ces jeunes entrepreneurs se retrouvent au chômage technique, certains ont déjà fait faillite, donc c'est très catastrophique. Autre dommage collatéral, les revenus fiscaux des compagnies de téléphone qui sont très importants vont être cette année bien inférieurs aux revenus de l'année dernière pour l'État, puisque toutes ces compagnies n'ont pas pu fonctionner depuis 3 mois. Et autre conséquence politique, elle est assez inattendue, Élise, cette coupure a des répercussions jusque sur la campagne présidentielle en France. Alors indirectement, mais c'est vrai que malgré la coupure, il y a une campagne de mobilisation, notamment via la diaspora, qui s'est un petit peu développée sur Internet avec le hashtag Bring Back Our Internet ou des choses comme ça. Et donc des ONG défense des droits de l'homme et défense de la communication, notamment Internet sans frontières, s'en sont saisis et ont été sollicités les candidats à la présidentielle française. Et il y en a certains qui ont répondu positivement en disant qu'effectivement, s'ils étaient élus, ils interviendraient auprès des autorités camerounaises. Ce qui est sûr, c'est que pour l'image du pays, c'est assez désastreux. On connaît les autres interdictions d'Internet qu'il y avait eu en RDC récemment, Congo-Brazzaville, au Tchad, au Gabon, mais c'était toujours assez limité dans le temps, seulement souvent sur les réseaux sociaux, pas tout Internet. Et donc, désormais, le Cameroun, comme vous le disiez, détient maintenant le record de longévité de cette coupure d'Internet. Pourquoi et comment l'État camerounais a-t-il décidé de priver d'Internet les provinces anglophones? C'est un article à découvrir dans le prochain numéro de Jeune Afrique en kiosque dès dimanche. Merci Élise Colette. On enchaîne avec le Maroc et ce cauchemar pour les habitants du village de Sidi Bouknadel, à une trentaine de kilomètres de Rabat. Les membres d'une tribu manifestent depuis une dizaine d'années déjà contre l'accaparement de leurs terres par une société immobilière qui construit une résidence de luxe pour touristes. Il y a 2 mois, ces habitants ont reçu un ordre d'expulsion, mais ils résistent. C'est un reportage de Margot Chevance. Pas de légitimité, elle est pour la collectivité. Pas de développement sans la collectivité. Saïda mène une lutte sans relâche pour les droits de sa tribu. Chaque semaine, elle fédère autour d'elle des centaines d'habitants qui refusent tous de quitter une terre qui les fait vivre. Ils nous l'ont prise. Ils ne nous ont rien donné. Et c'est la seule terre que nous avons. Ils ont pris la terre. On n'a rien d'autre. On y vit, on la cultive. Elle nous nourrit. Ces terres sont collectives. Elles sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur qui les a cédées à un groupe immobilier il y a 10 ans. La famille de Saïda habite sur ces parcelles depuis plusieurs générations. Jamais elle n'a imaginé partir. Aujourd'hui, elle est pourtant victime de cet exil forcé. On nous a dit que le promoteur immobilier venait pour le bien commun. Mais est-ce que construire des golfs et des villas, c'est agir pour le bien commun ? Notre militantisme, notre bataille, ce n'est pas seulement pour bénéficier de nos terres, mais c'est aussi à cause de l'humiliation qu'on subit. Elle et sa communauté réclament des indemnités plus élevées pour les habitants. Le promoteur immobilier se défend quant à lui d'avoir acquis ces terrains en toute légalité et d'avoir même proposé des solutions de relogement.
Doha a pris à sa charge la création d'un lotissement de 6 hectares et de plus de 300 lots qui ont été viabilisés, préparés pour loger les gens qui seront évacués de ces terrains-là. Sur ces terres achetées à 5 € le mètre carré vont se construire des maisons à 250 000 €. La justice marocaine a déjà ordonné les premières expulsions des habitants de la tribu Ouladzbita. C'est souvent dans les moments difficiles qu'on fait les plus belles rencontres. En Somalie, un pays ravagé par la guerre et dont on parle le plus souvent pour ses attentats, eh bien, en Somalie, il y a des personnes qui mériteraient bien une médaille pour leur dévouement. C'est le cas d'Abdi Kadir, ambulancier bénévole, volontaire, sans portrait lors de Matos. En général, lorsqu'une bombe explose à Mogadiscio, elles sont les premières à arriver sur place. Les ambulances Amine, tout le monde les connaît ici. 10 véhicules qui sillonnent la capitale somalienne depuis 10 ans, au gré des attentats suicides, des combats en pleine rue. Un service gratuit, fondé et géré bénévolement par cet homme, Abdi Kadir Adem, dentiste de son état. C'est moi qui ai acheté la première ambulance, je me souviens. J'avais 4 200 $, j'ai tout mis dedans. Ma famille me disait d'arrêter avec ce boulot. Elle disait que c'était trop risqué, que j'allais me mettre en danger. Mais je n'ai pas écouté. Le danger est bien réel. En 2008, un tank de l'armée somalienne a tiré sur l'une des ambulances et tué son conducteur et les patients qu'il transportait. Le frère aîné d'Abdi Kadir Adem a été tué dans un attentat. En juin dernier, c'est à son plus jeune frère qu'il a porté secours lors de l'attaque contre l'hôtel Ambassador. Mon frère m'a appelé 2-3 minutes après l'explosion. J'ai décroché et je me suis dit qu'il devait être blessé. Devant l'hôtel Ambassador, j'y suis allé, j'étais la première personne sur place avec ma propre voiture. Et parce que c'était mon frère, c'était pas facile. C'était pas comme d'habitude. Ces ambulanciers vont aussi chercher les plus démunis, femmes enceintes, enfants malades, pour les mener dans des centres de soins. Un sacerdoce qu'ils assument seuls. Leurs ressources, quelques fonds d'organisations internationales, des dons de Somaliens eux-mêmes et une partie des revenus de dentistes d'Abdi Kadir Adem. L'État somalien, lui, ne leur donne rien. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous pourrez retrouver cette édition sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine sur TV5 Monde. Merci.